Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Ah, la belle école républicaine que voilà, chers amis, avec son lot d'effusion de joie, même si le bac est un désastre, sans compter notre cher ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui aime tellement l'école publique qu'il n'y met pas ses enfants. On en parle immédiatement avec l'essayiste Jean-Paul Brigelli, auteur de La Fabrique du crétin, mais qui vient aujourd'hui nous présenter son nouveau livre, tout aussi disruptif, pour reprendre un terme macroniste, L'école à deux vitesses. Bonjour Jean-Paul Brigelli, comment allez-vous? Pas mal, ma foi, et vous? Ben, je suis en pleine forme. Moi, je suis très content parce que les résultats du bac sont formidables et ceux du brevet encore mieux. On imagine que vous avez sauté de joie, comme vous les avez appris. Ah ben, comme chaque année depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis que on donne le bac de toute façon à plein de gens qui certainement le méritent d'ailleurs, hein, il faut pas exagérer. Non seulement ils ont eu le bac, mais en plus il y a eu une inflation de mentions bien et très bien. Nous sommes un pays d'élite. Ben oui, mais pourtant, ça apparaît pas dans le classement PISA. Ah ben, il y a une discordance. Voilà, il y a Ouais. une dissonance, comme on dit actuellement, c'est-à-dire que du côté de la rue de Grenelle et du ministère, on est dans l'autosatisfaction béate. Du côté des pédagogues qui ont accentué le désastre aussi, ils constatent que le niveau monte. Vous vous en étiez pas aperçu, moi non plus, Ouais. mais nous avons des œillères probablement. Et par ailleurs, les classements internationaux, PISA, Pearce, etc., comme vous le dites, nous plongent on est encore, je crois, quand même au-dessus de la Bulgarie, au niveau de l'Europe. Mais c'est tout. Ce qui prévaut des encouragements de montant sur le bulletin scolaire. Encouragement. Voilà. Vous savez, maintenant, on est dans l'idéologie des compétences. Ouais. Donc, les compétences sont toujours en cours d'acquisition. Oui. Vous-même, d'ailleurs, vous ne parlez pas chinois, mais vous êtes en cours d'acquisition du chinois. Voilà. Ça va durer. Sans le savoir, Jean-Paul Brigelli, sans le savoir en plus. Sans le savoir. Mais le savoir, on s'en fiche de toute façon, parce que le savoir, c'est idéologiquement marqué, c'est très mal. Restons dans l'idée que vos enfants vont mieux faire. Ouais. Alors, moi, ce matin, je suis très content de vous recevoir. Pardon pour ce nouveau livre. Franchement, l'école à deux vitesses, une nouvelle fois, c'est brillant, c'est saignant. Franchement, c'est saignant. Mais ça, quand on lit du Brigelli, on sait que ça va être saignant, et c'est pour ça qu'on vous lit aussi et qu'on a envie d'avoir un autre regard là-dessus. Alors, Bric, on commente là-dessus. Alors, vous commencez le livre en guise d'avertissement. Immédiatement, vous posez le cadre, la structure de ce livre-là, et c'est assez intéressant d'avoir fait ça, d'être persuadé qu'une série de choses et de ne pas être perçu une série de choses. Pourquoi avoir commencé comme ça, Jean-Paul Brigelli, ce livre-là? Alors, précisons d'abord que le livre sera dans les librairies dans la 3e semaine d'août. D'accord. Oui. Là, on en est aux épreuves, Ouais. etc. Il s'agissait, donc, l'école à deux vitesses, c'est l'école dans laquelle vous avez le choix entre, en gros, un ghetto scolaire dans lequel vos enfants n'apprendront rien et un ghetto de riches dans lequel ils apprendront ce qu'ils savent déjà. Voilà. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans tous les cas, on est perdant. Soit on manque de culture au départ, et ce n'est pas à l'école que vous allez l'acquérir, soit vous avez déjà une culture on va dire de classe au départ, et l'école ne vous apprendra rien de plus. Il faut bien comprendre une chose, c'est que aussi bien les cancres, ou du moins ceux qu'on désigne sous ce nom, que les bons élèves, ceux que l'on désigne sous ce nom, sont pitoyables actuellement dans l'état de l'école française. Oui, c'est cette école à deux vitesses qui est intéressante, et qui est effrayante aussi, bien entendu. D'ailleurs, vous parlez de l'intégrale de l'œuvre de Philippe Mérieux. C'est toujours intéressant parce que ça nous permet d'aller sur une bibliographie beaucoup plus élargie et de pouvoir approfondir le sujet. Et vous parlez de tout ça. Je voulais simplement une question d'ordre général que j'ai oublié de vous poser rapidement. Hier, il y avait Anne Coffini à notre antenne, chez Corentin Perini et Valentin Schrimmer, qui disait que Pap Ndiaye brille par son absence de bilan et par sa nullité. Il arrive à réunir tout le monde contre lui. Vous partagez-vous cette analyse de Anne Coffinier sur Pap Ndiaye? Je crois que elle reste sympa en disant ça. D'accord. D'ailleurs, c'est une femme polie, etc. Contrairement à moi qui suis un mauvais coucheur, comme vous l'avez souligné. Ouais. Effectivement, je suis un peu dans la polémique, mais c'est pour ça qu'on m'aime et qu'on me déteste d'ailleurs.
Mais alors, quel est le bilan réel de Pape Ndiaye? On va le dire parce que tout le monde sait qu'il va partir si Macron le garde. C'est qu'il a perdu tout sens politique et il a plein de défauts, cet homme, mais il a du sens politique. Alors donc, Pape Ndiaye, depuis son arrivée au ministère, n'a jamais rien dit. Il était dans l'ombre de Macron lors des diverses visites de Macron à Marseille, etc. Et il ne disait rien. C'est un grand abstenant, en quelque sorte. Et il a commencé à l'ouvrir, petit à petit, il a commencé par dire « Ah, ben c'est quand même scandaleux qu'il y ait 45% d'entrants en sixième qui ne sachent pratiquement ni lire ni écrire. On va leur faire des dictées et on va confier cette dictée aux instituteurs, pardon, aux professeurs des écoles, qui d'ailleurs ne leur ont rien appris dans les années précédentes. C'est d'une logique imparable. Puis, tout récemment, il a expliqué que se contenter d'enlever 2 points au niveau des épreuves du bac à des copies qui sont bourrées de fautes, c'était insuffisant et qu'il allait falloir sévir. Je trouve ça, honnêtement, je trouve ça dégueulasse. Parce que pourquoi sanctionner des élèves qui sont en fin de parcours, en quelque sorte, et qui n'ont jamais que les insuffisances qu'on leur a pratiquement enseignées. Vous voyez, si on l'orthographe, c'est quelque chose qui s'apprend dès le CP, parfois même avant. Si on ne leur a pas appris à l'école primaire, si on ne leur a pas appris au collège, c'est pas au lycée que on va redresser la barre. Il faut bien comprendre une chose, les sciences cognitives d'ailleurs sont très claires là-dessus. Passé 12-13 ans, il est extrêmement difficile d'intégrer des connaissances structurales, en quelque sorte. Il faut intégrer toutes sortes de connaissances particulières, mais les mécanismes, en quelque sorte, doivent être acquis à 12-13 ans. Le mécanisme qui fait que lorsque vous écrivez « il les plante », vous mettez ENT et pas un S, comme je l'ai vu toutes sortes de fois, ce qui fait dire d'ailleurs aux inspecteurs « Ah ben bien sûr, c'est pas la bonne forme, mais il y a le candidat a eu le sens du pluriel. » oui. Il les plantes vertes, probablement. Donc, si on ne leur a pas appris, pourquoi le leur reprocher? Voilà. C'est comme vous avec le chinois. Vous voyez, voilà. Donc, troisième point, il s'est répandu je dois dire, en attaque d'une immense violence contre certains médias accusés d'être d'extrême droite. Alors, ça, là, il va falloir le dire parce que il n'a pas pensé à Radio Courtoisie, mais vous êtes dans le lot, il faut bien le comprendre également. C'est l'injure numéro 1 actuellement. Moi-même, je suis d'extrême droite, sur les réseaux sociaux, par exemple. CNews est d'extrême droite, Europe 1 est d'extrême droite, le journal du dimanche risque d'être d'extrême droite. Et on est passé dans un monde totalement orwellien et d'extrême droite, toute personne qui dit la vérité. Voilà. Ça c'est une règle absolue. Je rappelle que Delphine Ernotte, qui contrôle quand même Radio France, etc., a dit que, clairement, leur mission, c'est de présenter le monde tel qu'il devrait être et pas tel qu'il est. On est dans un système, oui, un vrai système orwellien, c'est-à-dire que 1984 a commencé d'ailleurs en 1984 lors des réformes mitterrandiennes et s'est perpétué depuis en s'aggravant par la loi Jospin en 89, par le protocole de Lisbonne en 2000, par l'idée du socle sous François Fillon. La gauche et la droite d'ailleurs sont d'une remarquable efficacité de ce point de vue-là. Ils sont à égalité. Et le résultat, c'est que le ministre, très logiquement, n'inscrit pas ses enfants dans l'enseignement public. Il les met à l'école alsacienne. Alors pour les auditeurs qui ne sont pas des purs parisiens, l'école alsacienne, c'est, si je puis dire, le refuge de l'entre-soi des élites parisiennes. Il faut bien comprendre, les élites parisiennes ont le choix entre l'école alsacienne ou Stanislas, ça c'est le côté privé, ou Louis le Grand et Henri IV, ça c'est s'ils veulent faire laïque, en quelque sorte. Dans tous les cas, c'est une attitude, on s'en fiche, tout ça c'est les 5e et 6e arrondissements. Voilà. C'est-à-dire que autrefois on disait que le bon français était la langue du roi et de la cour. Là, la culture française, c'est celle des 5e et 6e arrondissements.
c'est-à-dire, comme je l'explique dans mon livre, les endroits où le mètre carré vaut aux alentours de 13 000 euros. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça. Ce sont les agents immobiliers qui déterminent véritablement où est la vraie France. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, et je relisais en préparant l'émission hier un interview que vous avez donné le 10 juillet dernier dans le Figaro étudiant, mais c'est absolument effrayant parce que vous dites, vous, notamment sur l'orthographe, sur ça, que il y a carrément les générations sont malheureusement perdues, notamment au lycée. C'est-à-dire qu'il y a des lycéens aujourd'hui, les lycées actuels, ben c'est des générations de perdus et qu'il va falloir reprendre à la base, vous le disiez, notamment sur l'orthographe, au CP, et que les effets seraient quantifiables sous une quinzaine d'années. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, il y a des lycéens qui sont perdus, Jean-Paul Brigelli, concrètement. Il y a une jeunesse entière qui est perdue. Je vous rappelle qu'elle en a fait la démonstration il y a 10 jours dans les rues. Hein. Il y a des gens là-dedans qui auxquels on a tellement refusé l'accès à la culture française qu'ils se replient sur n'importe quelle autre identité, l'identité banlieue, l'identité narco, l'identité islamiste, etc., pourvu que ce ne soit pas l'identité française. Gérald Darmanin, qui a des points de vue très particuliers quand même, a expliqué que parmi les manifestants arrêtés, il y avait une majorité de Kevin, Matteo, etc., et pas du tout Abdallah ni Mohamed. Mais bien sûr, ce sont des Français auxquels on a dénié tout accès véritable à l'école, à la culture. Le résultat, c'est qu'ils en ont brûlé 250 d'écoles quand même, hein, dont une vingtaine qui sont absolument détruite d'un bout à l'autre. Demandez-vous pourquoi ce sont les écoles et pas les caisses de la CAF qui ont été brûlées. Vous voyez, c'est-à-dire que ils ne mordent pas la main qui les nourrit, si je puis dire, mais ils mordent, et très très fort, la main qui ne leur a rien donné. Oui, effectivement, brûler les écoles, moi, ça me laisse toujours absolument pantois, et vous avez bien fait de le rappeler. Je voudrais qu'on avance sur votre livre parce qu'il y a quand même une question qui est intéressante. Moi, celle qui me passionne, c'est les classes moyennes notamment. Et vous parlez des classes moyennes qui, il y a quelques années encore, avaient encore une notion d'évitement, ou du moins de mettre leurs enfants dans les meilleures conditions, les moins mauvaises, j'ai envie de dire, et qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Jean-Paul Brigelli, vous, à quoi vous attribuez finalement cet aveuglement aujourd'hui de la classe moyenne que nous avons aujourd'hui et qui laisse, sans le rendre compte, volontairement et involontairement, leurs enfants dans une école publique qui ne fait plus son travail, finalement? C'est-à-dire, c'est bien qu'on les appelle toujours classe moyenne, parce qu'elles sont moins, vous voyez, actuellement. C'est-à-dire que depuis, en gros, le deuxième choc pétrolier, les classes moyennes sont en cours de prolétarisation accentuée. Alors évidemment, elles se débattent, et elles expliquent que non, elles ne sont pas comme les petits salopards qui vivent dans les ghettos, etc. Mais culturellement, je le dis à tous ceux qui gagnent finalement des salaires moyens et qui espéraient accéder à la propriété, espéraient offrir des vacances à leurs enfants, etc. Vous êtes fichus. Vous êtes fichus et vous avez continué à voter pour des gens qui vous ont fichus en l'air. Voilà. La classe moyenne, du point de vue de l'école, est une classe qui est en régression totale. En particulier, alors je le dis très franchement, en particulier, mes collègues enseignants se bercent d'illusions parce qu'ils connaissent le milieu, ils connaissent le processus, ils inscrivent leurs enfants dans de bonnes écoles, etc. Mais ils n'ont pas les connexions, ils n'ont pas le carnet d'adresses. Ils se font prendre pour des imbéciles heureux, qui devraient l'être, des complices, si je puis dire passifs, par une caste qui reste au pouvoir, quelles que soient ses réelles capacités. Parce que c'est ça le nœud. Si encore le système permettait de dégager des élites, de vraies élites. Mais comme je le note dans mon livre, ça fait plusieurs années que les jurys de l'ENA, par exemple, à l'oral, déplorent le manque total d'invention, d'imagination, d'originalité des candidats qu'ils ont en face. De surcroît, enfin ça c'est une constatation d'évidence, si les énarques étaient bons, vu qu'ils sont au pouvoir depuis quand même des années, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est intéressant ce que vous dites finalement, parce que c'est que vous dites aussi que nos élites ont pâti aussi de cet effondrement intellectuel et culturel.
aussi, c'est des technocrates uniquement techniques, j'ai envie de dire, bons dans leur technique, mais dans leur approche de l'existence et de la réflexion, c'est beaucoup moins vrai. Donc ça pose un problème aussi de ce pays qui est en train de s'effondrer aussi à cause de ça, non, Jean-Paul Brigelli? Bah, écoutez, nos élites, hein, alors mettez toutes sortes de guillemets autour Oui, du mot. oui, oui, oui. Nos élites sont Ouais. purement des gestionnaires du désastre, Ouais. de près. C'est-à-dire que nos élites obéissent aux contraintes européennes, nos élites regardent avec admiration l'Amérique, nos élites, si je puis dire, se satisfont du fait qu'elles peuvent inscrire leurs enfants dans les écoles dont nous avons parlé précédemment. Les élites n'ont rien d'élite, Mm. rien. Mm. C'est-à-dire qu'elles manquent totalement du grain d'imagination qui est absolument nécessaire pour sortir de la situation catastrophique. Mm. Alors, il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que citez-moi un seul homme politique de haut rang qui ait, depuis 30 ans, une stature un petit peu remarquable. Mm. Pas Mm. un. On a flatté Mitterrand en disant il est florentin. Mais entre Mitterrand et Machiavel, il y a une marge absolument Mm. sidérante. On avait d'un côté un grand philosophe, de l'autre côté, on a un petit arriviste. Mm. Hein, il faut bien saisir ça. Et encore, la gauche actuelle a la nostalgie de Mitterrand, ce sont tous des bébés Mitterrand, hein, Hollande, Ouais. etc. Ils étaient à l'Élysée à l'époque. Mm. Bon, Hollande, c'est un exemple type de ce qu'on appelle le principe de Peter, vous savez, c'est-à-dire cette loi inexorable selon laquelle chacun arrive au plus haut, à son plus haut poste d'incompétence. Hollande aurait été parfait en maire de Tulle. Voilà, il aurait dû en rester là. Il faut bien comprendre aussi que Jean-Luc Mélenchon aurait été parfait en petit prof de lycée professionnel. Hein, il aurait aussi dû en rester là. Actuellement, il se prend pour Che Guevara. Je ne lui souhaite pas de finir comme Che Guevara, mais à force de citer la Révolution française comme modèle, il Mm. devrait se demander ce que quelqu'un comme Robespierre ou Saint-Just Mm. aurait fait d'un trublion comme lui en 1793. Mm. De gens qui essaient de jouer le communautarisme parce qu'ils se disent que c'est leur prochain vivier électoral, qui essaient de jouer l'interconnectivité des luttes, comme on dit, hein, c'est-à-dire le wokisto, gauchisto, islamisto, quelque chose, qui participent à des manifestations interdites. Hein. C'était il y a 3 jours, hein, Ouais, ouais, ouais. Mm. autour de Assa Traoré. Mm. Ils devraient, en 1793, ils auraient été immédiatement traduits en justice et immédiatement amenés sur la place de la Révolution Mm. pour raccourcissement immédiat. Voilà. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on a aujourd'hui des gens qui jouent ostensiblement la carte de l'éparpillement de la France façon puzzle. Vous Mm. voyez, comme on dit dans les tontons flingueurs. Bon, alors il va falloir réagir d'une façon immédiate, éventuellement brutale. Si nous voulons recoudre la France, il va falloir prendre les mesures qui s'imposent. Mm. Alors, en plus, vous parlez, je voulais qu'on revienne là-dessus sur les technocrates. Vous dites dans votre livre, technocrates quadragénaires qui nous gouvernent sont nuls, c'est qu'ils sont les produits corrompus de l'école. Corrompus de l'école. Là, vous tapez fort, hein, Jean-Paul Brigelli, hein. Mais on Non, attend pas parce moins de que vous, dans tous les cas. il faut bien comprendre une chose, c'est Ouais. que, vous Mm. savez, ce qu'on appelle le bon élève. Le Ouais. bon élève, c'est un conformiste absolu. Voilà, c'est quelqu'un qui fait exactement comme on lui dit, ou Ouais. comme on dit des chiens, qui fait où on lui dit. Mm. Voilà. C'est pas ça, un vrai bon élève, c'est quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, arrivera à trouver une solution brillante au problème qu'on lui pose, et Mm. pas la solution attendue. Voilà, c'est vrai en maths, c'est vrai dans toutes les disciplines. C'est quelqu'un qui ira chercher plus loin, en quelque sorte, que l'horizon scolaire. Là, on a des gens qui ont été biberonnés depuis le départ pour être des cadres supérieurs, et qui le sont d'ailleurs, mais qui n'ont de supérieur finalement que leur position et certainement pas leur capacité intellectuelle. Mm.
Et sur j'ai une question que je vais vous poser sur cet effondrement du baisse du niveau culturel aujourd'hui. Est-ce que la léthargie que nous vivons en France, la léthargie démocratique, le manque de vivacité absolue, de libre arbitre aussi, hein, de citoyenneté, j'imagine que vous faites une passerelle forcément entre ce que vous dénoncez depuis très longtemps et la société que nous vivons aujourd'hui. Ah ben, nous sommes le produit de ce qui Ouais. s'est mis en place depuis les années 70. Je Mm. rappelle, il n'y a pas que la gauche hein, Mm. dans les coups. Je rappelle que, par exemple, les deux actes fondateurs du désastre, c'est le collège unique Mm. et le regroupement familial qui ont l'un et l'autre, à 3 mois de distance, été actés par l'équipe Giscard d'Estaing, René Haby. Voilà. Mm. Il faut bien imaginer que les forces centrifuges, en quelque sorte, sont à l'œuvre depuis très longtemps. C'est Ouais. pas un complot, c'est un mécanisme. Ouais. Hein. C'est un mécanisme qui donc produit. Alors Mm. quand je dis si c'est les années 70, il faut bien imaginer les produits des années 70, ils ont 45 ans Ouais. actuellement. Hein. Mm. Et c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui, en quelque sorte, perpétuent le système qui les a fait rois, au fond, en espérant que ce système va échoir à leur progéniture. Mm. Alors, c'est le tout début de mon livre. Je Mm. vous le dis, les enfants des riches ne sont pas forcément intelligents, les enfants des pauvres ne sont pas forcément des crétins. Mm. Voilà. Mais le système a été bloqué de façon à ce que les premiers bénéficient des meilleures formations, des meilleures écoles, des meilleurs maîtres, et que les autres soient relégués avec quelques subventions de surface, histoire de ne pas les faire Ouais. crier, dans des ghettos scolaires installés au cœur des ghettos sociaux. Mm. Juste avant le bulletin d'information, pour finir cette première partie de l'entretien, et merci d'être là, Jean-Paul Brigelli, le collège unique, vous pouvez nous rafraîchir la mémoire sur ça? Alors, le collège unique, c'était l'idée que on allait mettre dans la même classe des élèves de niveau Mm. totalement hétérogène. Alors, Mm. si vous imaginez que c'est venu en même temps que le regroupement familial Ouais. et qu'on se retrouvait avec des centaines de milliers de petits Algériens en particulier, euh, qui avaient des niveaux extraordinairement bas, parce que l'Algérie, c'est pas forcément l'école qui est son point fort. Hein. Je veux dire, les Algériens eux-mêmes disent que c'est un désastre. Mm. Voilà. Bon, on les a donc tous mis ensemble et automatiquement, ça c'est un réflexe d'enseignant, Mm. lorsque vous faites cours, vous parlez pour les moins aptes. Mm. Sinon, vous les larguez tout de suite. Ouais. Mm. À force de parler pour les moins aptes, Mm. on a perdu ceux qui étaient les meilleurs, qui se sont ennuyés d'une façon extraordinaire. Je connais une petite fille qui vient de passer le brevet, qui a eu une mention très bien, 19,5 de moyenne, et qui m'a dit c'est rien, ça ne ressemble à rien. Les problèmes de maths étaient d'une facilité absolument déconcertante. Qu'est-ce Mm. que c'est que cette école qui ne m'apprend rien? Je veux plus y aller. Ah Voilà. oui. Euh, et d'essayer d'ouvrir une négociation pour passer le reste de sa scolarité via le CNED. Mm. Bon, faut bien comprendre une chose, c'est que pour un élève un tout petit peu exigeant, un tout petit peu intelligent, Mm. l'école n'a plus aucune réponse. C'est ça le collège unique. Le collège unique, c'est au nom de l'attention que l'on doit porter aux plus faibles, la destruction des plus capables. Mm. Oui, donc personne n'y gagne. Ce que vous dites au début de votre livre, personne n'y gagne en fait. Personne n'y gagne, Mm. sauf en quelque sorte le système globalement qui a décidé, ça c'était le Mm. protocole de Lisbonne en 2000, Oui. qu'il nous fallait 10% de Mm. cadres et Mm. 90% vous savez ce qu'on appelle en anglais des couched potatoes, Ouais. c'est-à-dire de type vautrés sur leur canapé, la télécommande à la main, la pizza livrée par Uber de Ouais. l'autre, et qui espèrent avoir un revenu Mm. universel minimum qui leur permettra de continuer à commander des pizzas. À ce niveau-là et à ce rythme-là, Jean-Paul Brigelli, c'est eux-mêmes qui vont finir par livrer les pizzas quand même, hein, à force. Hein. Ah ben, de toute Ils n'auront façon, plus le loisir d'être sur le canapé, hein, je viens de vous ils dire. n'ont pas d'autre Ouais. qualification que Mm. de pédaler pour Ouais. Uber. Voilà, Ouais. c'est ça la réalité. Alors que de temps en temps, ils le prennent mal, qu'ils s'insurgent, Mm. etc., on peut le comprendre, Ouais. hein, en dehors du fait que on leur montre en permanence des objets Mm. de désir,
alors, des portables, ceci, cela. Je rappelle que les boutiques qui ont été pillées, moi je l'ai vu à Marseille, hein, parce que je me suis retrouvé au cœur des manifestations, avaient été soigneusement repérées. C'était des fringues de marque, c'était des boutiques de lunettes, c'était des boutiques d'informatique, etc. C'est-à-dire les objets qui leur font envie et qui sont allés chercher, si je puis dire, après tout, ils ont profité des soldes, mais en dehors des horaires, vous voyez. Voilà. Bon, allez, je dois vous couper pour faire le bulletin d'information avec Adiès Rosner et nous reprendrons tout de suite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Oui, merci Franck. Effectivement, je reçois Jean-Paul Briguelli pour un livre à sortir à la rentrée littéraire, fin août, bien entendu, L'école à deux vitesses aux éditions L'Archipel. Jean-Paul Briguelli, vous êtes enseignant normalien, agrégé de lettres et essayiste. Et ce matin, vous venez nous parler effectivement de cet effondrement, ce naufrage de l'éducation nationale et aussi de la société en elle-même, hein, des générations perdues. Aujourd'hui, je sais que vous en parlez beaucoup, mais j'aime bien aussi que vous puissiez le rappeler, le protocole de Lisbonne. Rappelez-nous, Jean-Paul Briguelli, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique finalement, et est-ce que ça doit être aujourd'hui une grille de lecture pour mieux comprendre ce qui se passe? Alors, c'est là que on est entre 1999 et 2000. Hein. C'est là qu'on a compris que nous n'étions plus une nation souveraine en matière d'éducation et que l'Europe allait nous dicter nos comportements scolaires. Café, je vais me changer, je vais pas rester avec mon col de paille de berger là. Bon, me dire café, je vais me changer. Bon, me dire café, je vais me changer, je vais pas rester avec mon col de paille de berger là. C'est bon. Hop, à tout de suite. Ça va. Excusez-nous, il y a un petit problème technique actuellement au son. Oui, vous m'entendez? Excusez-moi, on a eu. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, l'école de Lisbonne a décrété des choses très simples, c'est qu'il fallait établir une base universelle, ce qu'on a appelé le socle de savoir et de compétences, et qui a été mis en action en France entre 2004 et 2005 par François Fillon lorsqu'il était ministre de l'Éducation. Il faut imaginer quand même à quel point ces gens ont moi je trouve ça admirable, ils ont des compétences multiples. Vous savez que pendant très longtemps, on a jugé que lorsque les papes étaient élus, ils avaient du jour au lendemain le savoir absolu. C'est la doctrine d'infaillibilité. Actuellement, dans notre société laïque, les ministres jouissent de la même infaillibilité. Regardez, je reprends sur le bulletin d'info, Gabriel Attal. Voilà. Alors, c'est un pur produit de l'école alsacienne dont nous parlions précédemment. Il a été successivement sous-ministre de l'Éducation. Ça a dû le faire bien rire parce que je peux vous dire qu'à l'école alsacienne, c'était pas absolument une lumière. Mais c'était plutôt même un mauvais sujet. Il s'est retrouvé après porte-parole du gouvernement. Actuellement, il fait dans l'économie. Il rebondira, Dieu seul sait où, quand la plaisanterie sera finie. Il a absolument toutes les compétences à 30 ans. Hein. C'est bien de rajeunir le gouvernement, mais c'est pas une garantie. Vous savez, la jeunesse est un naufrage pour certains. Voilà. Qu'est-ce qui nous prend de confier la direction du pays à des énergumènes pareils? Ce qui nous prend, ce sont justement les directives de Lisbonne et de l'Union européenne, c'est-à-dire Gabriel Attal, par naissance, par milieu, etc., fait partie des 10% de privilégiés. Prenez privilégié au sens aristocratique du terme. J'explique dans mon livre que nous sommes techniquement en 1788. Nous avons le choix, soit nous entamons des réformes en profondeur, hein, c'est-à-dire que nous renversons la table véritablement, soit, je vous le dis, dans 1 an ou 2 ans, ça va péter très fort. Les émeutes d'il y a 10 jours n'étaient qu'une préfiguration de ce qui nous attend. Il faut bien comprendre une chose, donc moi je l'ai vu à Marseille précisément, pourquoi est-ce que les émeutiers sont rentrés chez eux? Parce que les narcos, je parle pas de dealers maintenant, on parle de narcos, vu l'échelle sur laquelle ça se passe, d'un côté, et les imams de l'autre côté leur ont dit, on revient à la maison. Et les narcos ont expliqué aux flics, la prochaine fois, on les arme, les petits cons. Voilà, la prochaine fois, ils auront des kalachnikovs. Voilà. Il faut bien comprendre ça, on est à 2 doigts d'une guerre civile.
Si on ne prend pas les choses au sérieux, ce n'est pas en mettant des subventions sur des quartiers qui de toute façon sont en déshérence que nous allons nous en tirer. On ne peut plus acheter en quelque sorte la paix civile. La paix civile, il faut l'exiger et la réaliser sur le terrain, y compris par la force. Alors, vous dénoncez aussi, Jean-Paul Briguelli, dans ce livre à sortir, fin août, l'énorme tartufferie dans le souci égalitaire des belles âmes. J'aime beaucoup cette formulation. Voilà. Cette tartufferie. Vous savez, quand vous êtes enseignant, alors peut-être que vous n'avez jamais fait ça, hein, quand vous êtes enseignant, vous avez devant vous une classe et on vous dit tous les élèves sont égaux, tous les élèves doivent être respectés de la même manière. Ouais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, vous avez des élèves qui ont en eux un sens du travail, d'autres qui ont des capacités, d'autres qui ont en eux un sens inné de la paresse, d'autres qui ont des incapacités. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, hein, qui ont des vraies incapacités. Des élèves qui sont des loukoums absolus, il y en a beaucoup moins que ce que l'on croit. Mais on ne va pas les solliciter. Nous ne sommes pas égaux. De la même façon, alors là, je le dis très clairement, les enseignants ne sont pas égaux non plus. En 1945, le Conseil national de la résistance, parmi toutes ses propositions, a accouché de ce qu'on appelle le plan Langevin-Vallon, qui est encore revendiqué par certains syndicats actuellement. C'est l'idée que les enseignants ne forment qu'un seul corps de la maternelle à l'université, que nous sommes tous égaux. Ce n'est pas vrai. Il y a des bons profs et il y en a qui sont abominables. Et rappelez-vous, dans votre propre cursus, il y a des enseignants dont vous avez le souvenir ému, en quelque sorte, et à qui vous serreriez volontiers la main si vous les rencontriez à nouveau, et d'autres dont vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il m'a appris en un an? Alors je le dis à tous les parents qui nous écoutent, la question qu'il faut poser tous les soirs à vos enfants, quel que soit leur âge, c'est qu'as-tu appris à l'école aujourd'hui? Et s'il n'y a pas de réponse objective, s'ils vous disent ah ben je sais pas trop, on a fait une sortie scolaire, on est allé herboriser aux îles du Frioul, changer d'école. Donc il faut pouvoir, c'est ce que j'appelle dans la dernière partie du livre des vraies propositions en quelque sorte. Il va falloir d'une façon ou d'une autre donner plus de pouvoir véritablement aux écoles et donner aux parents la possibilité de choisir. Voilà, vous aurez la possibilité de choisir entre une école où on va chouchouter vos enfants, on va leur permettre de s'exprimer, ils construiront eux-mêmes leur propre savoir, ils sortiront de là en ne sachant rien, ou des écoles dans lesquelles on va les faire trimer, et trimer sérieusement. Moyennant quoi, les parents ont le choix, ils ont la possibilité de faire le malheur de leurs enfants. C'est le privilège des parents, par excellence. Mais il faut qu'ils puissent également faire leur bonheur. Il faut qu'on puisse faire pression sur les conseils d'administration des établissements. Il faut que les programmes puissent être modulés en fonction justement du niveau réel. Il faut qu'on revienne à des classes de niveau de façon à faire plus d'heures quand on ne sait pas grand-chose et peut-être des heures différentes quand on a déjà acquis un certain niveau. Il faut arriver en quelque sorte à tailler au sens vraiment haute couture du terme, qu'on puisse tailler l'école en fonction des capacités des élèves, qui sont quand même... Parce que tous les élèves, c'est ça l'escroquerie, tous les élèves ne se valent pas, tous les élèves n'ont pas le même niveau, tous les élèves ne requièrent pas le même seuil d'attention. Voilà, c'est un truc évident. Les parents eux-mêmes, quand ils n'ont plus leurs enfants, savent très bien qu'ils ont des enfants qui sont plus ou moins aptes. C'est pas pour ça qu'on les aime moins, mais ils sont plus ou moins aptes. Voilà, c'est un fait. Eh bien, nous avons la même chose en classe. Et il faut que les enseignants se disent, quand j'ai des élèves moins aptes, je vais les dégager dans des classes à petits effectifs où on doublera le nombre d'heures de français, de maths, d'histoire. On les intégrera à l'histoire nationale, on les intégrera à la langue nationale au lieu de les mépriser comme on le fait actuellement. Mais vous l'avez dit, Jean-Paul Briguelli, j'ai quand même l'impression aussi qu'il y a plein de parents qui, de façon involontaire, font le malheur, entre guillemets, de leurs enfants en pensant qu'ils vont au collège,
ils vont au lycée, ils doivent bien y apprendre quelque chose, et puis on verra bien une fois le bac passé. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de parents, comme vous le dites, dans cette classe moyenne maintenant moins, qui ne prennent plus conscience que les classes dans lesquelles vont leurs gamins, ils y apprennent plus grand chose, hormis de faire du TikTok ou d'un Instagram à la récréation. J'ai ce sentiment, peut-être qu'il est faux, hein, peut-être qu'il est pas réel, hein. Je crois que tout est parti du changement de dénomination du ministère. En 1934, ce qui était le ministère de l'Instruction publique est devenu le ministère de l'Éducation nationale. Alors, qu'on soit bien clair, pour revenir aux fondements, les fondements, sont les propositions de Condorcet en 1793 sur l'école. L'éducation est du ressort des parents, l'instruction est du ressort de l'État, enfin de l'école. Bon, si les parents ne fournissent plus l'éducation, ce n'est pas l'école qui va le faire. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle n'est pas là pour ça. De toute façon, moi, je me suis toujours refusé à éduquer, en quelque sorte, des gosses qui arrivaient mal éduqués. Je leur disais simplement, voilà, ça ne se fait pas. Tu le refais, je te vire. Voilà. Et il faut que les parents appuient. Je vous rappelle qu'actuellement, on est dans un système totalement délité où, lorsqu'on fait une remarque à un enfant, on se retrouve agressé par des parents. Et quand je dis agressé, je rappelle qu'il y a des milliers d'agressions verbales ou physiques contre des enseignants ou des chefs d'établissement chaque année. Si les tribunaux étaient un tout petit peu compétents, un parent qui agresse un prof, il se prend 5 ans de tôle. Voilà. Et ça calmera les plus excités. Alors, il nous reste 3 minutes là-dessus. Merci en tout cas d'être venu là, parce que vous parlez, dernière question, Jean-Paul Briguely, vous parlez de régression dans notre système, on en a parlé durant cette émission, mais vous parlez aussi, ça c'est intéressant, je l'ai noté, d'une reconstitution des féodalités. Oui, c'est-à-dire que je reprends mon idée sur le fait qu'on est en 1788, en quelque sorte. Je rappelle que le système aristocratique a croulé parce qu'une bande d'aristocrates parfaitement irresponsables ont fait renvoyer Necker. Qui avait un véritable plan de sauvegarde de la monarchie. Il était parfaitement conscient de ce qui se passait, et il était suisse en plus. On a actuellement la même chose, c'est-à-dire que les gens se sentant en danger se recroquevillent en quelque sorte dans leur niche sociale. Alors les uns dans les grandes écoles, qui ont un rôle d'ailleurs qui est de plus en plus, qui autrefois tiré véritablement des élites et qui actuellement sauvegarde les enfants des élites autoproclamées. C'est tout à fait différent quand même. On est passé dans un système où les élites en place, qui sont hautement irresponsables, en quelque sorte, ne pensent qu'à une chose, c'est à sauvegarder leurs avantages pour leur progéniture qui, éventuellement, ne le mérite pas. Alors, je suis absolument pour une école du mérite, et du mérite à tous les niveaux. Le but de l'école, c'est d'amener chacun au plus haut de ses possibilités, quelles qu'elles soient au départ. Pas tous au même niveau, mais chacun au plus haut de ce qu'il peut faire. Voilà. Et de les récompenser ou non, en fonction des efforts qu'ils auront faits. Je dirais, il y a 2 valeurs qu'il faut absolument restaurer actuellement. C'est la valeur travail, ça c'est un premier point, et de l'autre côté, la valeur de la fierté d'être français. Et là, ça, c'est l'objet d'une autre émission que nous ferons quand vous voudrez. Avec grand plaisir, Jean-Paul Briguely. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce grand entretien pour cette dernière. Pour ma part, vous allez publier L'école à 2 vitesses aux éditions L'Archipel. Ça va sortir fin du mois d'août. Donc, mettez ça sur vos petits calepins pour l'acheter de toute urgence. Vous êtes enseignant normalien, agrégé de lettres essayiste. Merci, Jean-Paul Briguely, de m'avoir accordé cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée, un bel été estival fait de lecture et d'enseignement, mais à distance. Voilà. Merci, Jean-Paul Briguely. Belle journée à vous.